Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire proposé par l'équipe de Join a School in France. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien? Mettez-nous un petit commentaire dans le chat si c'est bon pour vous. Alors, je vois qu'il y a des participants qui sont en train d'écrire, donc je pense, oui, c'est bon, ok pour moi. Top, super. N'hésitez pas aussi à nous dire d'où vous nous écoutez et où est-ce que vous êtes en ce moment, en attendant que les dernières personnes se connectent. Donc, je me présente, je suis Bastien de l'équipe de Join a School in France et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du Taj Mahal et de l'importance que le Taj Mahal a pour candidater à un Masters in Management avec Join a School in France. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagné pour parler du Taj Mahal de deux représentants de l'équipe du Taj Mahal qui sont Lauriane et Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, pour ce webinaire, nous avons prévu un webinaire en deux parties. D'abord, je laisserai la parole à Lauriane et Emmanuel qui vous parleront du Taj Mahal. Et ensuite, je vous présenterai la candidature, le process de candidature de Join a School in France. Bien évidemment, il y aura un temps pour les questions à la fin de la présentation de Lauriane et Emmanuel, mais également à la fin de ma présentation sur Join a School in France. En attendant, si vous avez d'ores et déjà des questions, vous pouvez les écrire sur le chat. Là, je vois que c'est génial. Vous êtes plusieurs à avoir commencé à répondre sur le chat. Donc, on a des participants de Côte d'Ivoire, du Maroc, encore Côte d'Ivoire. C'est top, c'est top. Mais on est très heureux que vous soyez là parmi nous. Petite précision avant de lancer ce webinaire, je tenais à insister fortement sur le fait que le Join a School in France n'organise pas les sessions Taj Mahal, d'accord? Je vous le dis parce qu'on a plusieurs fois la question par email ou sur notre WhatsApp. Donc, on travaille ensemble, mais nous sommes deux équipes différentes, d'accord? C'est l'équipe Taj Mahal, donc Lauriane et Emmanuel, qui organisent les sessions du Taj Mahal. Nous avons Antonin de Belgique. Génial. Et il est de double nationalité finlandais. Super. Écoutez, nous allons commencer ce webinaire et je laisse la parole à présent à Lauriane et Emmanuel qui vont vous parler du Taj Mahal. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Et merci de nous rejoindre cet après-midi pour ce premier webinaire avec Join a School in France. Alors, en premier lieu, je vais vous présenter le Taj Mahal en quelques mots et puis Emmanuel après vous montrera des exemples d'exercices du Taj Mahal tirés d'anciens Taj Mahal. Et puis à la fin, je vous donnerai des informations utiles à comment s'inscrire ou comment se préparer au Taj Mahal. Et puis comme Bastien l'a dit, vous aurez la possibilité de nous poser des questions à la fin. Donc voilà, donc on va commencer. Donc, le Taj Mahal est un QCM, un questionnaire à choix multiples, comprenant 90 questions et il dure 2 heures en tout. Donc, il y a 6 épreuves, 6 sous-tests et chaque sous-test dure 20 minutes. Donc, tout est chronométré, ça dure exactement 20 minutes. C'est un test d'aptitude pour lequel vous n'avez pas besoin de connaissances particulières. Tout le monde peut vraiment passer le Taj Mahal, même si c'est plus pour les bac plus 3, bac plus 4, vraiment orienté vers bac plus 3, bac plus 4. Les épreuves, donc il y a différentes épreuves, des épreuves d'aptitude verbale, résolution de problèmes et raisonnement logique. Donc voilà pour une présentation brève du Taj Mahal. Emmanuel va vous parler des objectifs. Alors, l'objectif du test Taj Mahal est de pouvoir sélectionner des étudiants venant d'horizons différents sur des évaluations concernant les fondamentaux, aussi bien en calcul, logique, raisonnement, verbal. Ce test permet d'établir donc un classement des étudiants, un classement avec le score final sur 600, et aussi on peut avoir un classement plus fin en privilégiant ou pas certaines dimensions verbales, calcul ou raisonnement logique, afin d'étudier plus en avant les dossiers des étudiants. Alors,
Le test HMAJ, en fait, est composé d'un cahier d'exercices et vous avez une grille. Et ça, c'est une grille de réponse sur laquelle vous devez cocher, en fait, votre réponse. Une seule réponse est possible, est correcte. Et donc, c'est réponse A, B, C, D ou E. Comme je vous ai dit, il y a 6 sous-tests et chaque sous-test a 15 questions. Et donc, la grille de réponse aura le sous-test avec le numéro des questions. Donc, les 6 sous-tests par ordre de passage. Le premier sous-test est un sous-test de compréhension, puis vous avez le calcul, raisonnement, conditions minimales, expression et logique. Et attention à noter, vous n'avez pas droit à une calculatrice, vous n'avez droit à rien. Pas droit à dictionnaire, pas droit à calculatrice, vous n'avez droit à aucune aide. Rien ne doit être sur la table quand vous passez le HMAJ. Normalement, la seule chose qui doit être sur votre table, c'est votre pièce d'identité et un stylo de couleur noire. Je me permets une petite précision concernant l'ordre de passation. Vous constatez qu'il y a une alternance entre les épreuves de calcul verbal et raisonnement. Lorsque vous êtes sur une épreuve, si vous avez terminé avant les 20 minutes imparties, vous ne pouvez pas prendre de l'avance en allant sur le sous-test suivant, ni retourner sur le sous-test précédent. Vous êtes vraiment évalué 20 minutes par sous-test. Voilà, donc une fois que le sous-test est fini, au bout des 20 minutes, c'est fini, vous devez passer au prochain sous-test. Alors, aptitude à la résolution des problèmes, donc ça c'est le sous-test calcul. Là, le sous-test calcul, en fait, c'est pour évaluer vos connaissances dans les domaines de l'arithmétique, la géométrie, l'algèbre et le calcul. Donc, ce sont des connaissances qui sont finalement assez simples, c'est niveau 3e, même si certaines questions seront plus niveau seconde ou première, mais pour la plupart des questions, ce sera niveau classe de 3e. Donc, accessible quand même à un grand nombre de candidats. Et les questions qui éventuellement font appel à quelques notions de seconde ou première sont vraiment des notions générales, pas de seconde ou première spécialisées. Voilà. Donc là, c'est une liste exhaustive donc, de certains champs de connaissances requis. Donc vous avez par exemple les décimaux, les puissances et les racines carrées, les pourcentages, l'arithmétique, la géométrie, les systèmes d'équations statistiques, donc les droites parallèles, droites perpendiculaires, propriétés élémentaires du triangle, du cercle, du rectangle et du carré. Donc ça, ce sont juste des exemples de champs de connaissances requis pour le sous-test calcul. Donc maintenant, Emmanuel va vous présenter un exemple d'exercice. Voilà, donc un exemple typique des questions du HMAJ pour l'épreuve de calcul. Vous constaterez que la majorité des questions en fait sont posées sous forme littéraire. Donc vous avez un énoncé complet avec un certain nombre d'informations au sein de cette question. Donc à vous de répondre à la question finale qui est ici. Quelle est la quantité de vin dans le tonneau à la fin de la fête foraine? 5 propositions de réponse vous sont faites. Alors vous avez pour les questions, en général, vous avez différentes façons pour répondre. Soit vous utilisez une approche un petit peu plus mathématique en posant une équation, ou alors vous avez la possibilité d'essayer de prendre un peu plus de recul et d'extraire uniquement les informations nécessaires, limite de manière empirique. Ici, on nous parle d'un tonneau qui, à 11 heures, un cinquième du contenu du tonneau a été consommé. 40 litres. Donc, à 11 heures, un cinquième du tonneau correspond à 40 litres. Et la question est, quelle est la quantité de vin dans le tonneau à la fin de la fête foraine? Puisque à la fin de la fête foraine, le tonneau ne contient plus qu'un dixième de son contenu initial. Donc, on connaît un cinquième, donc un dixième, c'est relativement simple. La valeur vaut la moitié, c'est-à-dire 20 litres. Ici, la bonne réponse est la réponse E. Ce que l'on peut faire aussi, c'est de partir directement des réponses pour pouvoir répondre et procéder par élimination. Le mieux pour vous, c'est de trouver la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et surtout le plus rapide. Puisque 15 questions, 20 minutes, ça fait une petite minute 20 par question. Donc, il faut essayer d'économiser le maximum de temps par question pour pouvoir en bénéficier pour la suivante, pour laquelle on peut éventuellement avoir un petit peu plus de difficultés. Si jamais vous avez des difficultés avec une question, il est conseillé de passer à la suivante
et de revenir sur la question précédente un peu plus tard. Si vous avez le temps. Voilà, si vous avez le temps. Surtout, ne vous bloquez pas sur une question, vous naviguez pendant les 20 minutes sur les 15 questions. Voilà. On a un autre exemple de question pour le sous-test calcul. Voilà, toujours une question de calcul de proportion, ce qui est un peu plus simple. Alors ici, donc, vous avez le prix d'un billet de concert qui est de 42 €. Certaines personnes bénéficient d'une réduction et ne payent que 34 €. Donc la veille, 11 personnes seulement ont assisté au concert. La recette a été de 430 €. Combien de seniors ont assisté au concert? C'est-à-dire donc combien de personnes bénéficiant d'une réduction? Normalement, le prix, la recette était de 430 €. Une recette à prix maximum, donc 42 € pour 11 personnes, aurait correspondu à 462 €. Donc 42 fois 11. La différence entre 462 et 430 € est de 32. Ça correspond en fait à la réduction qu'ont obtenue les seniors qui ne payent le billet que 34 €, c'est-à-dire 8 € moins cher. Donc, il y a un total de 32 € de réduction, donc 32 divisé par 8, ça nous donne donc le nombre de seniors qui ont assisté au concert, c'est-à-dire 4. La bonne réponse est la réponse A. Merci. Alors, maintenant, on va passer au sous-test raisonnement-argumentation. Donc ça, c'est un sous-test un peu logique. Donc là, ça va évaluer le degré de maîtrise de compétences de raisonnement logique. Ce sont des raisonnements logiques simples. Donc, encore une fois, 15 questions pour ce sous-test. Et là, les candidats doivent évaluer une situation, un problème. Donc, il y a deux types de réponses. Soit une réponse qui est explicitement unique, qui est vraiment... voilà, il y a une réponse. Ou alors, on a des réponses qui pourraient être, qui sont plus ou moins possibles. Et là, il faut choisir celle qui convient le mieux à la situation ou au problème. Donc, une réponse qui sera unique et assez évidente. Et puis après... ou des réponses qui pourraient plus ou moins aller, mais en fait, il faut choisir celle qui convient le mieux. Donc, on a encore une fois des exemples. Donc, voilà. Alors, Lauriane vous parlait donc de des questions pour lesquelles il fallait choisir la meilleure réponse. C'est vrai que c'est une situation un peu qu'on appelle de logique floue, et vous devez trouver la meilleure solution parmi celles qui vous sont proposées. Là, nous avons un exemple où la réponse est certaine. Patrick est plus petit que Robert, Louise est plus grande que Robert, Justin est plus petit que Patrick. C'est une question de hiérarchie, donc écrivez sur votre cahier de test. Pendant le test, vous pouvez écrire et poser vos hypothèses sur votre cahier. Donc là, vous écrivez donc Patrick est plus petit que Robert. Je vous conseille d'écrire en colonne. Donc R tout en haut et P en dessous. Louise est plus grande que Robert, donc le L de Louise au-dessus de Robert. Et Justin, on nous indique que Justin est plus petit que Patrick, donc on l'écarte de suite. Donc, quel est le plus grand des quatre? C'est Louise. Ici, la bonne réponse est la réponse C. Voilà. Donc ça, c'est assez simple, celle-là. Un autre exemple un autre exemple de question de raisonnement. Alors ici, nous avons donc une devise, faute est à ce que est à nostalgie. Alors vous devez trouver donc, compléter l'analogie par le meilleur couple de mots. Alors donc soit on recherche une synonymie ou alors l'opposé à faute. Ici faute, donc on a 4 propositions: incompétence, profit, remords, maladresse. Donc on peut penser à remords ou maladresse pour une analogie. Donc faute est à remords ce que, ou alors faute est à maladresse ce que. Donc oubli est à nostalgie, ça ne correspond pas vraiment. Regret est à nostalgie, c'était aussi une synonymie. Donc la bonne réponse ici est la C, faute est à remords, ce que regret est à nostalgie. La bonne réponse est la C. Alors. Donc maintenant, le sous-test condition minimale.
Alors, cette épreuve vise à tester la capacité d'analyse d'informations et d'extraction de données afin de résoudre un problème dans un texte. Donc, les énoncés dans ce sous-test se terminent toujours par une question, mais les énoncés n'ont pas assez d'informations afin de répondre à cette question. Donc, il vous est donné après deux informations complémentaires qui seront notées information 1 et information 2. Donc, à vous de voir si une de ces informations vous permet de répondre à la question de l'énoncé ou de voir si vous avez besoin des deux informations complémentaires afin d'y répondre ou si aucune des informations complémentaires peut vous aider à répondre ou à résoudre le problème. Alors, cette question fait partie de la dimension calcul. On va passer à la diapositive suivante. On va vous montrer une question tout à fait concrète. Voilà. Donc, un nombre entier A est inférieur à 60. Quelle est sa valeur? Donc là, nous avons un énoncé, un complet et une question. Donc, actuellement, on ne peut pas répondre à cette question. On vous donne deux informations complémentaires. Un, c'est un cube. Donc, A est un cube. Quelle est sa valeur? Et information 2, c'est un multiple de 3. Donc, la question est toujours, quelle est sa valeur? Donc, vous devez répondre A, B, C, D ou E. Donc, 5 types de réponses en fonction de la combinaison, de la combinatoire qui vous est proposée. Donc, il faut répondre A si l'information 1 permet à elle seule de répondre à la question et l'information à elle 2 ne permet pas de répondre à la question. B si l'information 2 à elle seule permet de répondre à la question et si l'information 1 à elle seule ne permet pas de répondre à la question. On peut répondre C si les deux informations ensemble permettent de répondre à la question et aucune séparément ne le peut. D si chaque information permet séparément de répondre à la question. Ou E si les deux informations ensemble ne permettent pas de répondre à la question. On ne va pas passer tout de suite sur la slide suivante. Il est vrai que la réponse E, on l'écarte toujours un petit peu, mais il faut y penser puisque c'est en fait la nature n'aime pas le vide et indiquer que les informations ne permettent pas de répondre à la question, on a toujours tendance un peu à la rejeter alors qu'elle est tout à fait probable. Alors ici, on nous indique que A est un cube inférieur à 60. Il y a plusieurs cubes inférieurs à 60. Alors vous allez me dire, je ne connais pas les cubes par cœur, mais bon, calculer un cube inférieur à 60, en fait, vous en avez 4. Donc 1 au cube, qui donne 1, 2 au cube, 3 au cube, ou 4, enfin non, vous n'avez que 3, puisque 4 au cube dépasse la valeur 60, 4 au cube est égal à 64. Donc il y a 3 possibilités. Donc l'information 1 à elle seule ne permet pas de répondre à la question. Hypothèse 2, information 2, c'est un multiple de 3. A est un multiple de 3 inférieur à 60, il y en a plusieurs, beaucoup plus que de cubes. Donc l'information 2 à elle seule ne permet pas de répondre à la question. Vous pouvez déjà écarter la réponse D, puisque chaque information séparément ne permet pas de répondre à la question. Il vous reste la C ou la E. Maintenant, il reste à savoir si les deux informations, 1 et 2, nous permettent de trouver la réponse. Ici, c'est le cas, puisque un cube commun inférieur à 60 et un multiple de 3 entre 1 et 60 existe. C'est la valeur, c'est 27, 3 au cube. Donc ici, la bonne réponse est la réponse oui. Ici, la bonne réponse est la réponse C. Voilà. Bon, c'est plus simple, c'est compliqué comme ça quand on explique, je trouve. Ça fait un petit peu, mais je pense que quand on se pose vraiment sur le cahier, qu'on y réfléchit soi-même, c'est quand même plus simple. Là, vous pouvez voir la solution. Mais c'est vrai que quand Emmanuel l'explique, ça fait vraiment compliqué. Il y a beaucoup de choses à retenir, beaucoup de réponses, de solutions de réponses à retenir, qui finalement, enfin, c'est pas si compliqué quand vraiment on se pose et. C'est pas aussi compliqué que cela. Ouais. Et surtout, il faut savoir s'arrêter dans son calcul, puisqu'on ne vous demande pas de trouver la solution, on vous demande s'il est possible ou pas de répondre à cette question avec les informations 1 et 2. Donc, avec un petit peu de pratique, de connaissances et de fondamentaux mathématiques, vous pouvez tout à fait réussir relativement aisément ce sous-test. Voilà. Donc, en gros, ça a l'air plus compliqué que ça l'est. Ne vous affolez pas. Alors, après, donc nous avons le sous-test logique.
Donc ça, c'est pour évaluer votre capacité à regrouper les informations et de trouver un lien logique avec toutes ces informations et de déduire une règle de ce lien logique, en fait. Donc les données qui, dans les exercices, sont de nature soit spatiale ou constituées de lettres ou de chiffres. Donc là, retrouvez en gros un lien logique aux données, aux informations qui vous sont données dans l'exemple. Voilà, juste avant de passer au premier exemple, ici c'est vraiment un sous-test qui fait appel à des capacités, des données basiques. On est tous capables, malgré la présentation que vous allez voir sur la slide suivante, de répondre aisément aux questions de ce sous-test. Il suffit de garder son calme, de prendre du recul et d'essayer de voir, de capter un peu le raisonnement donné. Maintenant, on va passer sur la slide suivante, vous allez un peu mieux comprendre. Il faut trouver une suite logique. Voilà. Alors, ici, nous avons donc deux séries d'informations. Une information présentée verticalement, ce sont des lettres, et horizontalement, qui sont aussi des lettres. Donc, nous savons tous lire l'alphabet. Que peut-on faire avec l'alphabet? On peut le lire de façon séquentielle, A, B, C, D, ou donc du début vers la fin, ou de la fin à l'envers. On peut lire l'alphabet en sautant des lettres. On peut lire l'alphabet en constituant deux familles, uniquement les consonnes, uniquement les voyelles. Donc, à vous de voir quels sont les liens entre les séries de lettres verticalement ou horizontalement. Alors, ici, verticalement, bon, le point d'interrogation, il est un petit peu mal placé. Il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus sur la gauche. Ouais. On ne peut pas voir le truc qu'on avait tout à l'heure. On va faire F11. Bon, voilà. Attendez, on va faire le petit pointeur. Voilà. Alors, donc, ici, on devrait avoir le point d'interrogation. Voilà. Donc, verticalement, nous avons différentes informations. Donc, si on les lit de haut en bas, ici, ce n'est pas très parlant. Mais si on lit la lettre de droite de haut en bas, ça peut l'être un petit peu plus. Maintenant, moi, je ne sais pas trop lire à l'envers. Donc, quand je ne sais pas trop lire à l'envers, je commence par le bas. Et je vois un K, ici, L. Je me dis, ce sont deux lettres qui se suivent. Et N et O aussi. Pourquoi pas K, L, M, ici, la première lettre du point d'interrogation, N et O. Donc, je lis bien l'alphabet, K, L, M, N et O. Vous voyez, tout simplement. Ici, à droite, on voit I, K. Tiens, j'ai l'impression, on saute une lettre. Donc, je lis le J qui était comme s'il était invisible. Donc, on fait le saut d'une lettre. I, J, K. Là, c'est O. Tiens, j'imagine un P ici. Q, donc, I, J, K, L, M. Donc, j'aurai un N écrit ici. N, O, P, Q. Donc, ici, verticalement, parmi les propositions qui me sont faites, je choisirais soit la réponse C, avec M et M en première et troisième lettre, ou la E, N et M. Maintenant, voyons horizontalement ce que l'on nous propose. Personnellement, moi, j'ai un petit peu plus de difficultés avec la partie horizontale parce que je préfère la lire verticalement. Alors, quand je fais une question, j'écris ici verticalement les lettres, enfin les triplets de lettres pour pouvoir un peu mieux avoir une vision. Mais ici, là, on le voit relativement facilement puisque d'un point de vue central, on lit l'alphabet de façon croissante, D, E, et là, ici, G, H. Donc, j'imagine D, E, F, G, H. Et donc, ici, position centrale, j'aurai un F, ce qui est le cas uniquement, enfin, ce qui est le cas ici et pour la A. Donc, pour la A et la C. La C répond aux deux règles, M, F, M. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C, M, F, M. Voilà. Voilà, donc là, c'était la solution, en fait, l'explication que Emmanuel vient de nous donner, en fait. Voilà. Alors, l'alphabet, on peut le lire donc de différentes façons. Comme je vous l'ai dit, vous le lisez de façon séquentielle, soit sans saut de lettres, soit avec saut de lettres. Et il peut même y avoir des fois, au lieu d'avoir des triplets de lettres, avoir que deux lettres, et lire les lettres en se disant, par exemple, le M, c'est 4 barres. Le N, c'est 3 barres. Le A, c'est 3 barres. Le I, c'est 1 barre. Donc, on peut lire
une famille, on peut constituer une autre famille à part les consonnes, les voyelles, l'alphabet. On peut constituer une famille de barres, de lettres constituées d'une ou plusieurs barres. Alors ça, c'est séquence chiffrée. Hein. Voilà. Alors, avec les chiffres, on a différentes façons de les lire. Quels sont les points communs verticalement et horizontalement de ces deux séries? Moi, je connais à peu près les méthodes de multiplication. Il faut un peu plus les connaître. Donc, quand vous utilisez la calculatrice, dites-vous que ça vous dessert un peu au quotidien. Donc, essayez toujours de privilégier le calcul mental. Connaissez vos cubes, les premiers cubes, les carrés. C'est toujours intéressant. Ici, verticalement, en lisant le premier, ça ne parle pas trop. Le deuxième, ça me parle un petit peu plus. Je vois 11 et 44. Donc, je me dis 11 fois 4, ça donne 44. Bon, très bien. Alors, pourquoi pas pousser ici 14 fois 4, 14 fois 4, 4 fois 4, 16. Tiens, 14 fois 4, ça me donne 56. 17 fois 68, je l'écris rapidement. 17 fois 4, je l'écris rapidement. 17 fois 4 me donne bien 68. 19 fois 4, alors bon, je fais 20 fois 4 et ça me fait 80 et je retranche 4, ça me donne 76. Donc ici, parmi les réponses qui me sont proposées, je vais essayer de trouver celles qui ont les deux premiers chiffres, le nombre constitué des deux premiers chiffres multiplié par 4 me donne le second. Donc là, ici, j'ai la C, 15 fois 4, 60, et 16 fois 4, 64. Très bien. Horizontalement, j'ai essayé d'appliquer cette méthode également. Je ne vois pas je ne trouve pas. Donc, j'essaie de prendre un peu de recul et je vois celui-ci et je me dis, tiens, c'est étrange. Ici, les deux premiers nombres, les deux premiers chiffres, la somme des deux premiers chiffres me donne 7. Et ici, les deux derniers me donnent 7 aussi. Bon. 6 plus 1, 7. 4 plus 3, 7. 3 plus 2, 5. 4 plus 1, 5. 8 plus 2, 10. 5 plus 5, 10. Donc, la bonne réponse doit être constituée par la somme des deux premiers chiffres est égale à la somme des deux derniers chiffres. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C, qui répond à ces deux règles horizontales et verticales. Voilà. Si vous butez sur une question, surtout passez à la suivante et après revenez sur celle-ci. Vous pouvez très bien trouver horizontalement et pas verticalement. Il faut que vous puissiez prendre un peu de recul grâce à la question suivante. Voilà. Donc là, c'est voilà. Là, c'est la réponse, en fait, enfin, la solution de l'exercice qu'Emmanuel vient de vous montrer. Dernier exemple d'exercice pour ce sous-test. Là, c'est plutôt des petits... Alors, c'est la partie spatiale de l'épreuve de logique. Vous avez 3 éléments qui vous sont donnés, premier, second, troisième. Et cette suite doit être complétée par un 4e élément que vous devez choisir parmi les 4 propositions qui vous sont faites. Alors, nous allons... commençons par cet exemple-là. Il vous sera un petit peu plus parlant. On va commencer par ordre croissant de difficulté. Enfin, pour moi, personnellement, celle-ci, je la trouve un petit peu plus simple. Je vois quelque chose d'écrit en bas à gauche, après en haut à droite, et ensuite... Non, en haut à gauche, pardon, et ensuite en haut à droite. Donc, comme j'ai l'impression qu'il y a une rotation horaire, donc la bonne réponse devrait avoir un élément écrit ici en bas à droite. J'ai la réponse A, B et D qui me sont proposées. Très bien. Maintenant, qu'y a-t-il comme différence entre ici et là, entre I et V? V est quand même assez loin de I dans l'alphabet, et puis après, on rétrograde dans l'alphabet, donc ça ne doit pas être ça. I, tiens, c'est une barre. V, 2 barres. N, 3 barres. Je devrais avoir ici, en bas à droite, quelque chose qui est constitué de 4 barres. Et c'est le cas de la lettre N qui est constituée de 4 barres. Donc la bonne réponse ici est la réponse D. Maintenant, revenons au premier. Là, on a plusieurs éléments. Ici, nous en avons deux règles. Là, on a plusieurs éléments. Je vois écrit ici 3, 4, 5. Tiens, une simple progression. 3, 4, 5. Pourquoi pas 6? Je vois 6 ici, 6 là. Pourquoi pas? Ici, je regarde
le nombre de côtés de cette figure. Là, j'ai 5 côtés. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc, 5, 6, 7 côtés. Pourquoi pas 8 côtés, hein? J'ai une forme là qui a bien 8 côtés. Et cette autre forme aussi comporte 8 côtés. Donc, j'hésite entre la D, la B et la D. Ici, je pourrais directement sélectionner celle-ci, puisque les deux premiers critères sont respectés. Regardons ce chiffre 21, 28. Oh, tiens, il y a une différence de 7. Là aussi 7. Eh ben, c'est un multiple de 7. Ici, je vois 42 est aussi un multiple de 7. Donc ici, la bonne réponse est la B. Voilà. Vous voyez, ça fait appel à des concepts relativement simples. C'est à vous de trouver quels sont les concepts utilisés. Deuxième exemple, nous voyons donc 5, 7, 6. On ne voit pas de progression. Là, 4 côtés, 6 côtés, 5 côtés. Je ne vois pas de progression. Mais par contre, 4 côtés et un chiffre 5. 6 côtés et le chiffre 7. 5 côtés et le chiffre 7. Donc, j'ai à chaque fois une forme d'un nombre de côtés et plus 1, ça me donne le chiffre qui est en position centrale. Donc ici, je dois trouver, là ça me fait beaucoup de côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 7, c'est pas ça. Là j'en ai 3 et 5, ce n'est pas cela. 4 et 8, ça fait un peu trop. 3 côtés et 4. Donc ici, la bonne réponse est la réponse D. La réponse D. Voilà. Dernier exemple de logique spatiale. Ici, nous avons donc plusieurs éléments. Nous avons 3 éléments avec des différences entre le premier et le second. Tiens, entre le premier et le second, j'ai l'impression qu'il y a une rotation anti-horaire qui s'effectue pour les deux formes géométriques. Donc le carré qui est au nord passe à l'ouest, ici, et après il passe au sud. Donc pourquoi pas avoir un carré à l'est? Ici, 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 pourquoi pas? Le rond suit cette même logique. Sud, est, nord, donc je devrais avoir un rond à l'ouest. Donc A ou B. Là, ici, non seulement il y a la position gauche, enfin ouest, nord, est, donc je vais avoir des dollars inscrits au sud. Et en plus, le nombre de signes dollars, ici, il y a une incrémentation de 1, 2, 3, donc je devrais en avoir 4. Et ici, la bonne réponse est la A qui respecte ces traits. Voilà, donc là, ce sont quelques exemples donc, pour ce sous-test. Et maintenant, on va passer rapidement au sous-test compréhension d'un texte écrit. Donc là, c'est pour évaluer vos aptitudes à identifier ou retrouver des informations dans un texte. Savoir articuler de façon logique un texte et cerner les intentions de l'auteur. Et donc, il faut avoir une très bonne compréhension et explication de texte. Donc, ce sous-test aura plusieurs textes. Chacun de ces tests aura une série de questions après. Donc, chaque question a 5 propositions. Il faut faire attention parce que certaines de ces propositions sont en totale contradiction avec le texte. D'autres abordent des aspects qui ne sont même pas traités dans le texte. Et d'autres encore se rapprochent plus ou moins de ce qui est exprimé dans le texte ou de ce qui est exprimé, l'intention de l'auteur. La seule proposition qui est considérée comme correcte est celle qui se rapproche le plus de ce qui est écrit dans le texte. Les autres propositions, en fait, seront considérées comme fausses. Donc, il faut vraiment bien lire le texte et essayer de comprendre l'intention de l'auteur en lisant ce texte. Donc, encore une fois, on a des exemples ici. Donc là, le texte est un petit peu long. On vous laisse peut-être le lire rapidement. Je sais pas. Quelques instants. De toute façon, je pense que vous aurez accès après à la présentation, vous pourrez le refaire. Donc ici, on a un texte qui est composé de 2 paragraphes. Dans le test Taj-Maj, le texte est un petit peu plus long. Il y a 3 ou presque 4 paragraphes. Et ensuite, il y a 5 questions de référence sur ce texte. Donc,
Pour bien réussir ce sous-test, enfin cette épreuve verbale, il faut que vous soyez habitué à lire des écrits de qualité en étant concentré. Bon, ça paraît simple à dire, mais il faut quand même avoir des capacités de concentration correctes, bonnes, pour pouvoir comprendre ce que dit l'auteur, afin de ne pas vous faire polluer par, entre guillemets, par vos propres connaissances, puisque ici, les questions portent sur le texte et sur ce qui est dit dans ce texte, donc sur ce que l'auteur, enfin les auteurs, les intervenants du texte indiquent. Donc, il ne faut pas le surinterpréter avec ses propres connaissances. Donc ici, nous avons donc un texte parlant de tremblement de terre, et on va avoir un exemple de question. Alors, là, la question est relativement courte. Où faut-il réaliser les observations permettant d'anticiper les séismes? Donc, 5 propositions vous sont faites, et en fonction de ce que vous avez lu, ce que vous connaissez dans le texte, vous devez répondre à cette question. Ici, dans le texte, il est bien indiqué, enfin, il est indiqué qu'on ne sait pas exactement où on doit réaliser les observations. Vous prendrez référence au texte tout à l'heure, quand vous le referez. Voilà, là c'est la question 2. Question 2. On va passer un petit peu plus Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, le webinaire est bien enregistré, donc vous aurez le temps de revenir seul chez vous et de relire les textes s'il le faut bien tranquillement. Voilà. Donc là, pareil, un tremblement de terre est-il précédé par une phase de préparation? Donc vous avez 5 propositions et il faut trouver la meilleure des réponses. La bonne réponse en fonction des propos tenus dans le texte. Voilà. 3e exemple. Voilà pourquoi il n'y a-t-il qu'un petit nombre de sites d'observation sismique bien surveillés. Donc, ici, une problématique de coût qui est indiquée dans le texte. Vous le verrez. Voilà. Donc, pour ce sous-test, il faut avoir une bonne pratique de la lecture, de l'explication de texte, et puis beaucoup de rigueur et respect du texte. Voilà. Respect du point de vue de l'auteur. On parle de l'auteur et pas de vos connaissances personnelles. Ce que l'auteur a essayé d'exprimer. Donc, je pense que ça, c'est le dernier sous-test, qui est le sous-test expression. Donc, il permet de tester vos compétences de lecture et d'écriture. Donc, ça, c'est maîtrise de l'orthographe et de la grammaire, connaissance du lexique, repérage, compréhension, choix des articulateurs logiques dans les textes. Donc, il y a 3 types d'exercices pour évaluer les degrés de synonymie. Choisir la formulation qui exprime le mieux un énoncé initial, tout en tenant compte de la correction orthographique et grammaticale, et puis trouver la meilleure formulation d'une phrase complexe ou d'un court paragraphe. Donc, encore une fois, un petit exemple. Alors, là, on a pris un exemple que personne n'aime, c'est combien y a-t-il de fautes dans un texte de référence. Bon, ici, vous voyez tout de suite la réponse, mais je vais vous laisser revenir sur le webinaire afin de trouver les fautes, les 4 fautes. Celles-ci sont relativement simples, il suffit juste de les voir. Voilà, au bon moment. Il suffit juste de les voir. Non, mais quand vous le lisez, en fait, c'est assez... ça vous saute aux yeux, je trouve. Donc, voilà. Il suffit de relire ce texte et puis de trouver les fautes d'orthographe. Ensuite, vous avez donc un texte qui a été découpé un texte suivi, découpé en plusieurs questions, 4 ou 5 questions. Ce texte a été transformé en texte lacunaire et vous devez donc trouver les mots qui manquent afin d'obtenir une suite cohérente, un texte cohérent. Bon, là, nous n'avons qu'un extrait, donc c'est pas toujours évident. Donc l'enquête cadre de vie et sécurité, donc stigmatise, indique, montre, condamne, accuse que les personnes victimes de violences hors ménage sont 710 000 en 2012. Ensuite, bien que, tandis que, alors que, parce que, ou bien qu'elles étaient 830 000 en 2008. Donc, la combinatoire qui est faite ici vous permet d'écarter déjà certaines réponses. Est-ce que une enquête stigmatise? Bon, ça, c'est peut-être un peu le contexte de la question suivante qui nous confirmera ou pas, mais est-ce qu'une enquête stigmatise, accuse? Donc, on peut écarter certaines propositions de réponse
par ce biais. Voilà. Et si on parle de 710 000 victimes en 2012, s'il y en avait 830 en 2008, alors bien qu'elle, tandis que voilà, ce sont les locutions à bien trouver. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B, mais je vous laisserai vous exercer dans les annales et dans le livret du candidat qui est disponible gratuitement sur le site du Taj-Maj, www.tajmaj.fr. Je vais y revenir. Voilà. Donc justement, donc ça c'était une petite présentation des sous-tests et de quelques exemples d'exercices qui font partie du Taj-Maj. Donc, comment vous inscrire et comment vous préparer? Alors, vous inscrire au Taj-Maj, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur notre site internet www.tajmaj.fr. Vous allez dans la rubrique s'inscrire et puis là, vous sélectionnez la session de votre choix. Donc, dans session étranger. Afin de vous préparer, on a aussi une rubrique se préparer. Donc, vous pouvez soit commander des annales par la poste, mais bon, si vous êtes à l'étranger, c'est quand même plus simple de faire les préparations en ligne que nous avons. Et nous avons aussi une application mobile. Donc, c'est avec Prep Ma Future, les préparations en ligne. Vous pouvez acheter des contenus d'anciens tests officiels du TAJ qui auront également les corrections et les commentaires des personnes qui ont créé le test. Et puis, c'est une préparation en ligne qui est en condition d'examen, donc elle est chronométrée. Donc, vous avez exactement les 20 minutes par sous-test. Et puis, vous avez un calcul de votre score à la fin, automatique. Et ça vous indique également quelles sont vos faiblesses dans les sous-tests. Donc, quels sont les sous-tests qu'il va falloir travailler un petit peu plus. Donc, vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre site. Donc, les sessions à l'étranger et la Covid-19. Donc, c'est vrai que les sessions à l'étranger ont été affectées et sont toujours impactées par la crise sanitaire actuelle. Donc, nous avions des sessions en Côte d'Ivoire et en Tunisie en mars qui ont dû être annulées à cause de la crise sanitaire. Et il est quand même assez difficile d'organiser de nouvelles sessions en ce moment. Donc, sessions annulées, moins de sessions à l'étranger et puis aussi des capacités réduites. C'est-à-dire que les salles que nous avons en général pour ces tests sont réduites en capacité parce qu'il faut respecter la distanciation physique entre chaque candidat. Donc, un amphithéâtre qui avant pouvait accueillir plus de 100 candidats peut maintenant en accueillir environ 60, 70. Et du coup, voilà, la capacité est réduite, donc les sessions se remplissent plus rapidement. Et comme on a moins de sessions, c'est vrai que là, c'est assez limité. Et on a aussi des difficultés à planifier des sessions dans des pays où avant on n'avait pas de sessions parce que c'est difficile de trouver de nouveaux centres d'examen pour des nouvelles sessions à l'étranger. Donc, en ce moment, nous avons des sessions ouvertes jusqu'à la fin de l'année en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Maroc. Le Maroc, c'est complet pour l'instant. La difficulté également ici, c'est que moi, je ne peux pas venir parce que normalement, je viens faire passer les examens, les tests. Mais là, pour l'instant, si la situation ne s'améliore pas, je ne pourrai pas venir. Donc, nous devons demander à nos collaborateurs dans le pays de nous aider à faire passer les tests. Donc, on ne peut pas avoir autant de tests que nous voulons. Et puis, bien sûr, quand vous allez passer le test à l'étranger comme en France, d'ailleurs, vous devez respecter les règles sanitaires de l'établissement qui vous accueille. Donc, vous devez passer le test avec le masque, vous lavez les mains et puis, bien entendu, avoir au moins 1 mètre, 1,50 m entre chaque candidat. Donc voilà, donc nous essayons également, donc en général, à cette époque de l'année, on commencerait déjà à organiser des sessions pour le semestre 1 2021. C'est vrai que là, on va attendre encore un petit peu afin de voir comment évolue la crise sanitaire. Il est assez difficile de planifier des sessions très longtemps à l'avance. Donc, j'espère pouvoir planifier des sessions à l'étranger, donc au Maroc, Côte d'Ivoire, Cameroun, encore une fois, Tunisie, probablement pour février-mars. Mais je vais encore attendre un petit peu, peut-être novembre-décembre, avant d'ouvrir ces sessions ou d'organiser ces sessions parce que je veux voir comment la crise sanitaire évolue. Et voir aussi si les écoles qui, en général, nous accueillent peuvent toujours nous accueillir pour ces sessions. Parce que certaines écoles, je pense par exemple à Londres, l'école qui nous accueille à Londres en mars en général, pour l'instant, cette école ne peut pas nous accueillir parce qu'elle ne fait que des cours à distance. Et du coup, si la situation ne change pas d'ici mars, ils ne pourront pas nous accueillir, par exemple.
Donc, je ne peux toujours pas planifier la session à Londres pour mars. On espère que d'ici là, les choses se seront un petit peu améliorées et qu'ils pourront nous accueillir, mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je pense que vous comprenez un petit peu la situation un petit peu difficile pour planifier des sessions à l'étranger, comme en France d'ailleurs, en ce moment. Donc, nous faisons notre possible, mais voilà, même les sessions qui sont planifiées aujourd'hui pourront toujours être annulées si jamais la situation dans le pays ne nous permet pas d'avoir le test. Malheureusement. Donc, pour l'instant, vous pouvez aller sur notre site et regarder les sessions qui sont ouvertes à l'étranger jusqu'en décembre. Nous en avons quelques-unes. Je sais qu'il y a des sessions, nous avons ouvert 2 sessions au Maroc et elles sont toutes les 2 complètes. Et pour l'instant, je n'ai pas de visibilité ou de possibilité d'ouvrir une autre session en décembre au Maroc, malheureusement. Je suis en discussion encore, mais ce ne sera peut-être pas avant février ou mars. Avant la prochaine session au Maroc. Donc voilà. Un petit peu plus d'informations, donc des petites questions, réponses. Oui, sur donc le test. je vois dans le chat là, combien de fois peut-on passer le test. Donc en fait, on peut passer le Taj-Maj une fois par semestre. Donc une fois de janvier à juin et une fois de juillet à décembre. Donc 2 fois par an au maximum. Le score est valable 2 années, donc l'année en cours et l'année N+1. Lorsque vous inscrivez, vous pouvez choisir les écoles qui ont accès à votre score. Vous pouvez soit l'indiquer, soit ne pas l'indiquer et le faire ensuite après avoir passé le test. Donc le test est accepté par tous les établissements qui recrutent avec le Taj-Maj. Quels sont les établissements Il y en a une cinquantaine. Oui, dont les écoles de Joint School in France. Il y a aussi, quel est le score minimum pour être accepté dans une école, quel que soit le type d'école. J'essaie de faire un petit peu les deux. D'accord. En fait, le Taj-Maj permet de classer les étudiants et ensuite les établissements prennent les Y premiers. Voilà comment fonctionnent en général les établissements. Donc, il n'y a pas de score minimum. Il n'y a pas de score minimum. Le mieux, enfin, pour vous, vous devez être le plus performant possible, le plus haut classé et dépasser les autres. Voilà. Ouais, c'est une bonne réponse. J'allais tendre vers ça. C'est une question qu'on a fréquemment pour tous les tests, bien sûr pas que le Taj-Maj, mais aussi les autres tests qu'on accepte. Sachez qu'il n'y a pas de score minimum, notamment parce que chaque école a ses propres critères. En plus, ça peut varier d'une année à l'autre. Mais à titre informatif, si vous voulez, je sais que c'est un besoin que vous avez de vous repérer vous en tant que candidat et étudiant pour passer le test. Si vous allez voir notre dernier webinaire avec HEC nous indiquait par exemple l'année dernière qu'ils acceptaient, ils prenaient des gens avec un résultat à partir de 400. Voilà, si ça peut vous donner un ordre d'idée. Mais encore une fois, ça change tous les ans. Donc, c'est pas non plus un chiffre sûr à prendre au pied de la lettre. Voilà. Je vous laisse continuer. Le meilleur possible, en gros. Voilà, exactement. Donc, c'est viser le plus haut score possible. Voilà, parce que chaque année, ça va dépendre aussi. Vous pouvez passer une session où le meilleur score sera 450 et une autre session où le meilleur score sera 350. Exactement. Voilà. Alors, je vois aussi une autre question concernant l'épreuve verbale. Compréhension de texte. En fait, actuellement, il y a 3 textes de référence. Et sur chacun de ces 3 textes, vous avez 5 questions. Ensuite, autre question, la difficulté des questions augmente-t-elle au fur et à mesure que l'on avance? Alors, pour le verbal, j'ai du mal à hiérarchiser les questions. Vous remarquerez que pour la logique, tout à l'heure, je suis passé à une question pour la logique spatiale. J'ai répondu tout de suite à la 3e question parce qu'elle me parlait plus. Donc, moi je ne vois pas de hiérarchie, mais il y a des questions avec lesquelles je me sens plus à l'aise. Donc, je vais plus facilement vers celle-ci. Maintenant, pour ce qui est calcul et conditions minimales, c'est pareil. Il y a des questions pour lesquelles vous serez plus à l'aise que d'autres. C'est très subjectif en fait. Ça. Parce que moi, par exemple, pour les questions spatiales, la première me semblait plus facile. Donc, c'est vrai que c'est subjectif. Ça. Donc, je reviens toujours à mon conseil. Ne butez pas sur une question, passez à la suivante. Voilà. Après, ça peut venir par la suite. Voilà, revenez dessus si vous avez le temps. Mais il ne faut pas buter sur une question et passer 5 minutes sur une question quand vous avez 20 minutes seulement pour répondre à 15 questions.
Et en lien avec cette question, il y a Antonin qui vient de nous demander combien de temps de préparation vous préconisez avant de passer le test. Oui, alors, donc le Taj Mahal, il y a 3 dimensions. Bon, la dimension verbale, là, c'est plutôt un travail de fond parce qu'il faut quand même avoir une bonne expérience de la lecture, de concentration, d'extraction d'informations. Là, c'est difficile de se préparer en moins. Enfin, à court terme, c'est difficile. Pour la logique spatiale et la logique de série croisée, on fait appel à des concepts très basiques. Maintenant, il faut vous entraîner sur une dizaine de questions et éventuellement une vingtaine de questions. Mais après, faites attention parce que vous avez des préparations ou des formations où on vous apprend des méthodes en disant il faut lire l'alphabet de cette façon. Il y a une deuxième méthode, une troisième méthode, une quatrième. Et après, nous, on voit lors des sessions des candidats qui s'enferment dans ces concepts et appliquent des règles de façon séquentielle. Tout ça pour un sous-test de 15 questions qui est composé de 8 questions de séries croisées. Et pour ces 8 séries croisées, vous en avez 4 de lettres et 4 de chiffres. Et donc, les candidats s'enferment pour 4 questions dans une nomenclature séquentielle de résolution. Le mieux, c'est de s'entraîner un peu et de savoir prendre du recul pour voir quelle est la logique utilisée dans cette question. Maintenant, troisième dimension, la dimension calcul, condition minimale. Entraînez-vous pour condition minimale puisque c'est vraiment une épreuve un petit peu particulière à cause de cet énoncé incomplet. Et il ne faut pas chercher à trouver toutes les réponses possibles. On vous demande s'il est possible de répondre ou pas à la question avec les informations 1 et 2 qui vous sont données. On ne vous demande pas le résultat, on vous demande s'il est possible. On ne demande pas la réponse. Voilà, la réponse, c'est de savoir si c'est possible ou pas. Voilà. Okay. Et ensuite, pour l'épreuve... Juste Emmanuel, est-ce qu'on peut essayer d'être un chouïa plus concis parce que je vois que l'heure tourne. Alors, pour la partie calcul, ce sont vraiment les fondamentaux. Travailler tout ce qui est proportion, pourcentage, pour lesquels on est le plus en difficulté, et dans la continuité, le calcul de vitesse. Voilà. Je vois une question par rapport comment se passe le test au Sénégal. Alors, comme partout, le prochain test au Sénégal, c'est le 4 décembre et vous pouvez désormais vous inscrire pour ce test. C'est à Dakar. Donc, voilà. Et encore une fois, c'est pareil, 2 heures, 6 sous-tests. Voilà. Alors, les questions, il y a encore Maya qui est en train d'écrire et donc Lamine qui nous demandait combien de fois pouvons-nous passer le test Join a School in Friends. Alors, je répète, le Taj Mahal et Join a School in Friends, le test s'appelle le Taj Mahal. Join a School in Friends, c'est la procédure d'admission au master. Donc ça, je vous le présenterai juste après. Et donc, vous avez la réponse sur la slide de combien de fois vous pouvez passer le test Taj Mahal. 2 fois par an, 1 fois par semestre. Donc, 1 fois entre janvier et juin et 1 fois entre juillet et décembre seulement. Donc, maximum 2 fois par an. Exactement. Est-ce qu'il y a des sessions prévues à Strasbourg, demande Maya? Non. C'est une très bonne réponse. Et peut-être, et on va terminer, on va clôturer cette session de questions-réponses sur le Taj Mahal, sur cette dernière question de Salima qui nous demande les conseils que vous donneriez afin d'optimiser son score. Alors, je vais la combiner avec celle d'Antonin. Combien de temps de préparation? Le temps de préparation, essayez de vous y mettre dès maintenant. Voilà, tout de suite. Et optimiser son score, déjà pour optimiser son score, il faut répondre. Je vois beaucoup trop de personnes qui s'étonnent de ne pas avoir un bon score, mais ils ne répondent à pas grand-chose. Répondez. Et à un moment donné, sur les 5 propositions, il y a une combinatoire, enfin statistique. Si vous ne savez pas, bon, répondez pas au hasard. Mais si vous hésitez entre 2 réponses, à un moment donné, faites-vous confiance. Répondez, voilà. Parce que si on ne répond pas, ça me Alors, une bonne réponse rapporte des points, voilà. Et une mauvaise réponse est sanctionnée. Voilà. Mais les candidats souvent se bloquent en se disant je suis sanctionné, donc je préfère pas répondre si je ne suis pas sûr et certain. Il faut savoir répondre à un moment donné. Si vous hésitez pour 3 réponses ou 2, quand vous hésitez pour 2, à un moment donné, faites un choix. Voilà.
Le mieux, c'est de, je pense, oui, vous entraîner avec. Pratiquer. Ouais, Voilà. pratiquer avec des anciens. Avec Prep My Future, c'est vrai, en ligne, vous pouvez pratiquer et voir comment vous vous débrouillez. Et après, il y a certaines personnes qui auront besoin de quelques mois d'entraînement, d'autres de quelques semaines, Oui. d'autres de quelques jours. Ça dépend de vous. Et le facteur temps est important aussi. Chronométrez-vous, pardon. Ouais. C'est important parce que ça apporte un stress. Mais essayez de vous mettre vraiment En la condition. pression. Mettez-vous un stress en vous entraînant. Parce que le jour de l'examen, quoi qu'il en soit, c'est comme pour le bac, pour tous les examens, on a toujours un stress. Donc, il faut essayer de recréer des conditions d'examen chez soi. Voilà. Et donc pour les sessions à l'étranger, le prix est de 130 €, hein, je tenais à préciser. Et puis il y a encore plus de questions-réponses sur la rubrique foire aux questions sur notre site. Et je tenais également à vous donner donc encore une fois le site internet, mais aussi l'adresse mail. Si vous avez des questions sur le Taj Mahal à l'international, vous pouvez contacter tm-international@fnech.fr. Et normalement, tous ces mails me reviennent, viennent vers moi, donc je vous répondrai assez rapidement en général. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions. Et puis encore une fois, là, vous pouvez voir Prep My Future, l'officiel du Taj Mahal, et puis l'appli iPad, iPhone, Android que vous pouvez trouver sur notre site internet afin de vous aider avec votre préparation. Oui, super. Merci beaucoup, Lauriane et Emmanuel. Je ne crois pas qu'on ait de nouvelles questions. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais passer à la présentation de Join. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez rester. Sinon, si vous voulez quitter le webinaire, je vous dis à bientôt. D'accord. Et merci beaucoup pour ce premier webinaire avec vous et au plaisir d'en refaire un ensemble très vite. Merci à Join. Et puis, merci à tous les candidats. Et bon courage aux candidats. Ouais, bon courage à vous. Et puis, à bientôt, je l'espère, peut-être dans vos pays respectifs, si je peux voyager. Voilà. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors, rebonjour tout le monde. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième partie du webinaire, qui est la présentation de Join a School in France. Qui, je le rappelle, n'est pas le test Taj Mahal, ce sont deux choses différentes. Parce que le Join a School in France, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui recrute des étudiants internationaux pour 5 écoles de commerce. Donc, on recrute des étudiants internationaux pour HEC Paris, ESCP Business School, Audencia Business School, Schema Business School et EM Lyon. D'accord? Et nous recrutons des étudiants uniquement pour le Masters in Management et uniquement ce programme. C'est-à-dire que si vous souhaitez candidater à un MBA, à un Master en ingénierie ou tout autre programme, ce n'est pas via Join a School in France qu'il faut postuler. C'est ça, on recrute uniquement pour le programme Management. Alors, je vois que vous continuez à poser des questions. Nous y répondrons bien sûr à la fin. Donc, peut-être que là, vous vous demandez, quelle est la différence entre postuler via Join a School in France ou postuler directement aux 5 écoles? C'est très simple. En fait, en postulant via Join a School in France, vous maximisez vos chances d'être accepté dans une école et de rentrer dans une grande école, puisque vous faites juste un seul dossier de candidature pour 5 écoles. Donc, vous avez 5 fois plus de chances, en passant par Join a School in France, d'être accepté dans une grande école de commerce française. Et en plus, c'est un gain de temps parce que vous faites un seul dossier et un gain d'argent car les frais d'inscription, vous les payez une seule fois pour les 5 écoles. Donc, c'est vraiment un gros avantage pour vous. Alors, à Join a School in France, quel est le profil d'étudiant qui peut candidater via Join a School in France? La première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir un profil international. On recrute des étudiants internationaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez être titulaire d'un diplôme étranger de premier cycle universitaire, donc un diplôme équivalent à un bachelor, une licence, un Benke, ça c'est pour la Chine, ou tout autre diplôme équivalent à un bachelor de 3 ou 4 ans. Quel que soit votre domaine d'études d'origine, ça n'a pas d'importance.
Bien sûr, si vous êtes dans votre dernière année de bachelor ou de licence, votre dernière année de ce diplôme, vous pouvez postuler aussi. Il faudra juste que vous nous fassiez part de votre certificat de scolarité, de dire que vous êtes actuellement en train d'étudier dans votre dernière année de cours, et vous pouvez postuler. Pour le Master in Management, vous l'avez sûrement vu sur tous les sites de nos écoles partenaires, les écoles membres de Join a School in France, il faut avoir peu ou pas d'expérience professionnelle. Maintenant, je vais vous parler de la procédure d'admission. On va aller en détail dans cette procédure et je vais vous donner aussi des petits conseils pour comment bien postuler et vraiment les questions fréquentes que nous avons aussi. Donc, comment candidater? C'est très simple. En fait, Join a School in France, on candidate sur notre site internet, joinasschoolinfrance.com. Et en fait, sur ce site, c'est comme remplir un formulaire où vous renseignez vos informations personnelles. Donc, vous renseignez votre nom, votre prénom, votre email, vos études, votre parcours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en plus de cela, nous vous demandons des documents justificatifs. Donc ça, j'y reviendrai après. Et il faut savoir que sur cette candidature, vous pouvez y revenir à tout moment. C'est-à-dire que vous n'avez pas à remplir tout votre dossier de candidature, tout ce formulaire en ligne en une seule fois. Vous pouvez commencer la procédure de candidature et y revenir quelques jours plus tard. Vous n'avez pas tout à faire en un coup. Donc, je vous invite à vous lancer et à vraiment créer votre dossier de candidature. Je parlais donc des documents. Donc, la candidature via Join a School in France est très facile, mais elle demande du temps. Et c'est ça que vous devez vraiment retenir. Ça demande du temps. Pourquoi? Parce que vous devez réunir plusieurs documents justificatifs. Vous avez la liste juste ici. Donc, le premier, c'est le document d'identité. On veut une passeport ou une carte d'identité. Bien évidemment, donc le passeport est toujours en anglais. La carte d'identité, si vous nous donnez une carte d'identité de votre pays, la carte d'identité doit être soit en anglais ou soit en français. Mais il faut que ça soit une langue qu'on puisse nous comprendre ici à Join. Donc, je vous invite de préférence à mettre votre passeport. Si vous êtes binationaux, c'est-à-dire que vous possédez une double nationalité, mettez vos deux passeports également. Sinon, vous n'indiquez qu'une nationalité. Ensuite, comme on vient de le voir, nous avons besoin de votre diplôme ou du certificat de scolarité de vos études en cours. Donc, bien sûr, avant d'intégrer le master, il faut avoir une preuve que vous avez étudié un bachelor juste avant. Ensuite, nous vous demandons également les relevés de notes de tous les semestres de votre bachelor ou de votre licence. Et dans un autre temps, nous vous demandons les attestations de résultats du test d'aptitude et de logique. Donc, nous venons de le voir, il y a le TAJMAJ notamment, ou les attestations de résultats du test d'anglais. Donc ça, je vais y revenir tout de suite parce que c'est pour moi et pour nous ici à Join le plus important. Peut-être avant toute chose, avant de vous lancer dans une candidature, je vous invite d'ores et déjà à passer votre test d'aptitude et de logique ou votre test d'anglais. Pourquoi? Parce que pour postuler via Join a School in France, vous devez nous fournir les résultats officiels de votre test d'aptitude et de logique, donc dans ce webinaire en l'occurrence du TAJMAJ, ou du test d'anglais. Nous acceptons plusieurs tests. Donc le TAJMAJ que nous venons de voir, que Emmanuel et Lauriane viennent de nous présenter, mais également le GMAT, le GRE ou le CAT pour les personnes anglophones. Donc le TAJMAJ, c'est le test francophone, GMAT, GRE et le CAT, donc c'est pour les personnes anglophones, et le CAT, c'est pour les Indiens, les personnes vivant en Inde. Voilà. Ensuite, les tests d'anglais. Il faut, en plus du test d'aptitude et de logique que nous venons de voir pendant tout ce webinaire, il faut fournir une preuve que vous parlez anglais, parce que c'est un Masters in Management, tout le programme se fait en anglais. Donc voici les différents tests d'anglais que nous acceptons: le TOEFL, le TOEIC, l'IELTS et le Cambridge. Ce test d'anglais, si vous êtes natif anglophone et que l'anglais est votre langue maternelle, vous n'avez pas besoin de nous le fournir. Juste avec votre passeport, on comprendra que l'anglais est votre langue maternelle. Aussi, si vous avez fait tout votre bachelor en anglais ou toute votre licence en anglais, il n'y a pas besoin de passer ce test. Vous pouvez être exempté de ce test. Mais en revanche, il nous faut une preuve que
tout votre programme de licence ou de bachelor a été fait en anglais. Attention, pas juste quelques matières, il faut vraiment que la totalité du programme soit faite en anglais. Voilà pour les tests. Donc j'insiste, passez-les en avance, inscrivez-vous à l'avance parce que ça met du temps, ça prend du temps et ça peut vous bloquer pour valider votre candidature. Nous n'acceptons pas des dossiers de candidature qui sont incomplets, sans les résultats de ces tests. Un autre document justificatif dont nous avons besoin est la lettre de recommandation. Nous avons besoin de 2 lettres de recommandation et de préférence, ces lettres de recommandation doivent venir de professeurs qui vous ont donné cours qui vous ont fait cours pendant vos études, d'accord? Donc ça doit être des lettres de recommandation académiques. Si une des deux vient du monde professionnel, nous l'acceptons aussi. Ça vient d'un de vos stages ou alors d'un emploi que vous avez eu juste après votre licence. Ça, nous l'acceptons aussi, mais une des 2 lettres doit être académique et venir d'un professeur. Comme pour les tests d'aptitude et de logique ou les tests de langue, ça peut prendre du temps de recevoir sa lettre de recommandation. Votre professeur va pas forcément vous l'envoyer de suite. Donc, anticipez et demandez-la en avance également. Enfin, on y vient. Donc, tout à l'heure, je vous disais que un des gros avantages de Join a School in France, c'était de payer les frais de dossier une seule fois pour 5 écoles. Et à Join a School in France, les frais de dossier sont donc de 200 € pour les 5 écoles. Nous vous demandons une facture, une preuve comme quoi vous avez bien payé. Ensuite, en plus de tous ces documents justificatifs, vous devez répondre sur notre site, sur le formulaire, à des questions de motivation. Donc les questions de motivation, vous les avez ici sur l'écran. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? Décrivez une situation d'échec. Quel enseignement en avez-vous tiré? Voilà, je vous laisse lire les autres. On ne vous demande pas de lettre de motivation, d'accord? Aucune lettre de motivation n'est demandée. Vous devez répondre à ces questions. Et ces questions sont très importantes parce qu'on s'en servira dans le futur lors de l'entretien pour vous poser des questions. Donc, prenez le temps d'y répondre, soignez-les. Vous pouvez y répondre en français ou en anglais. C'est vous qui décidez. Mais répondez-y correctement. Prenez le temps. Et pareil, anticipez parce que ça prend du temps. Ça peut prendre du temps de bien répondre à ces questions. Voilà donc. Vous avez répondu, vous avez donc complété le formulaire, donné toutes vos informations, répondu aux questions de motivation, vous avez mis toutes les pièces justificatives, tous les documents demandés que je vous ai montrés. Eh bien, 3 semaines après environ, vous recevez par email les résultats d'admissibilité aux entretiens. Nous vous disons par email si vous êtes admissible aux entretiens. Donc, Join a School in France vous envoie un email et vous invite à aller consulter les sites internet de chaque école pour voir si vous êtes admissible aux écoles ou non. Donc, vous pouvez très bien être admissible aux 5 écoles, 4 écoles, 3 écoles, 2 écoles, 1 école, et parfois, ça arrive rarement aucune école, mais c'est très rare. Donc, dès lors qu'une école accepte votre dossier, vous êtes admissible à l'entretien, d'accord? Sachez qu'il n'y a qu'un entretien. Quand bien même vous êtes accepté à 4 écoles, à 5 écoles, à plusieurs écoles, vous ne passez qu'un seul entretien pour l'ensemble des écoles. Donc, vous recevez votre résultat d'admissibilité. Super, vous êtes reçu en entretien. Donc, vous passez un entretien de motivation. Comment se passe cet entretien de motivation? Eh bien, les entretiens de motivation se passent partout dans le monde et ils sont organisés dans votre pays. Donc, c'est formidable. Vous n'avez pas à venir en France et à passer votre entretien en France. Vous restez dans votre pays. Et il se passe dans l'un de nos centres partenaires. Donc, des Campus France, des Alliances françaises, des chambres de commerce et d'industrie à l'étranger, les ambassades françaises, tous ces centres partenaires, et vous pouvez choisir la ville. La ville, vous la choisissez dans le formulaire d'inscription. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un seul et unique entretien pour les 5 écoles. L'entretien est en anglais, il dure 30 minutes, et le jury qui va animer cet entretien, ce sont 2 ou 3 alumni. Donc les alumni, ce sont des anciens
des anciens étudiants des écoles qui sont diplômés des écoles membres de Join a School in France. Exception, alors il y a une exception en cette période de crise sanitaire et de Covid-19. Dans certains pays, il n'est pas possible d'organiser des entretiens en présentiel. C'est pourquoi, dans certains pays, l'entretien peut se faire par Skype, d'accord? Ça va être le cas notamment, par exemple, pour les candidats indiens pour notre prochaine session. En Inde, nous avons décidé que tous les entretiens se feraient par Skype parce que la situation sanitaire ne permet pas d'organiser des entretiens en présentiel. Mais dans la plupart du temps, l'entretien se fait en présentiel face à 2 ou 3 anciens diplômés des écoles. Et le contenu de cet entretien, c'est simple. Ce sont des questions sur votre personnalité, sur votre motivation, sur votre projet professionnel, de culture générale. Bref, il faut que vous vous prépariez comme un entretien pour un nouveau travail. Et on vous pose des questions. Voilà, vous avez passé l'entretien, donc que ce soit en présentiel ou en ligne, selon les pays. Et puis, 15 jours plus tard, après la fin de la période d'entretien, donc ça ne veut pas forcément dire 15 jours après votre entretien, les entretiens se font sur une période de 15 jours. Une fois que tous les candidats ont passé leur entretien, 15 jours après, vous recevrez vos résultats d'admission aux écoles, donc les résultats finaux. Exactement comme les résultats d'admissibilité aux entretiens, vous recevrez cela par email et on vous informera de la disponibilité des résultats que vous aurez à aller à consulter sur le site internet des écoles. Voilà, donc pour résumer, je vous ai mis ici un petit schéma qui résume tout le processus de sélection via Join a School in France. Donc d'abord, vous postulez sur Join a School in France, vous remplissez le formulaire, toutes les informations demandées, vous téléchargez l'ensemble des documents, des pièces justificatives dont je vous ai parlé. Ensuite, une fois la date de clôture passée, vous recevez 3 semaines après un email vous disant que vous êtes admissible à l'entretien. Vous passez cet entretien et 2 semaines après la fin de la période d'entretien, vous recevez vos résultats d'admission. Je le rappelle encore une dernière fois, c'est pas trop d'insister. Rassembler tous les documents justificatifs demande du temps et de l'anticipation, notamment pour les tests d'aptitude de logique, les tests d'anglais et les lettres de motivation. Donc, s'il vous plaît, anticipez et faites-le dès maintenant si vous pouvez. Voilà. Je vous montre maintenant le calendrier d'admission à Join a School in France. Donc, cette année, nous organisons 4 sessions de recrutement, comme vous pouvez le voir sur la slide. Donc, la première session de recrutement est terminée. La date limite des candidatures était le 7 octobre, comme vous le voyez. Maintenant, vous pouvez postuler à la deuxième session de recrutement qui se termine le 7 janvier. Donc, vous avez jusqu'au 7 janvier pour compléter votre dossier de candidature si vous souhaitez participer à la session 2. Et je vous laisse regarder les nouvelles dates, donc session 3 et session 4 qui se clôturent le 3 mars et le 20 avril. Donc voilà, actuellement nous sommes en pleine session 1. Nous sommes dans le traitement des dossiers et dans l'évaluation des dossiers à la fois par Join a School in France et les écoles. Voilà. Enfin, je vous invite à aller sur notre site internet. Vous retrouvez toutes ces informations, donc le règlement. Donc ce sont quels candidats peuvent candidater via Join a School in France. Le FAQ, donc les Frequently Asked Questions, donc les questions les plus fréquentes qu'on nous pose, vous pouvez y aller et vous les retrouver. Tout notre site est en anglais, sachez-le, puisque c'est un programme, un Masters in Management en anglais, tout le site est en anglais. Le calendrier de nos futurs webinaires, nous faisons des webinaires de façon assez régulière, entre 1 à 2 fois par mois, soit avec les écoles, membres de Join a School in France, ou soit, comme nous l'avons fait aujourd'hui, avec les éditeurs de tests de logique et d'aptitude.
Et aussi, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sur tous nos réseaux sociaux, vous pouvez trouver des informations. Donc que ce soit Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Weibo, WeChat. Ça, c'est pour la Chine, Weibo et WeChat. Ou sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez trouver le replay de tous nos anciens webinaires. Et je mettrai également ce webinaire à disposition sur notre site internet. Voilà, voilà. Et pour terminer, vous avez l'équipe de Join a Schooling Friends au complet. Vous avez également nos coordonnées. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par email à joinaschoolingfriends@cci-paris-idf.fr et également le WhatsApp. Vous pouvez nous écrire un petit message ou même nous appeler et nous y répondrons avec plaisir. Je vois donc qu'on a eu des questions. Je vais y répondre. Mohamed demande quelle est la session recommandée pour soumettre le dossier de candidature. Mohamed, j'ai pas de réponse à ça. Il n'y a pas une session recommandée. Généralement, les étudiants préfèrent candidater le plus tôt possible. Donc, moi, je vous invite, si votre dossier de candidature est prêt, allez-y. N'attendez pas la session 3 ou la session 4. Faites-le. Vraiment, si vous avez toutes les pièces, allez-y. Si je veux ajouter mes certificats, donc c'est Ramata qui me dit ça, si je veux ajouter mes certificats, je les mets dans quelle section? Avec les diplômes ou les relevés de notes. Vous le mettez dans le certificat donc de scolarité, c'est ça, Ramata, dont vous parlez, le certificat qui dit que vous êtes actuellement étudiante en dernière année, c'est dans diplôme. Non. Ah, dites-moi, Ramata. C'est un nom franc et honnête en majuscule. En ligne. Alors, pendant que Ramata est en train de compléter sa question, formation en ligne. Alors, vous faites une formation en ligne, mais alors si c'est un bachelor à distance, il faut que ça soit d'une université reconnue. Attention, c'est pas une simple formation en ligne d'un institut privé qui peut vous permettre de postuler. Il faut que ça soit d'une école reconnue à l'étranger, d'accord? Et à ce moment-là, oui, vous mettez votre certificat de scolarité dans le diplôme parce que si vous êtes encore étudiante, ça veut dire que vous n'avez pas de diplôme, donc vous pouvez mettre le certificat de scolarité. Nous avons une autre question de Ramata qui dit « Les lettres de recommandation doivent-elles être en anglais ou en français ?» Peu importe, la majorité des candidats étant anglophones ou parlant anglais, ils les mettent en anglais, mais nous acceptons aussi les lettres de recommandation en français, puisque les écoles ici sont françaises. Donc il n'y a pas de souci si vos lettres de recommandation sont françaises. Allez-y, je vois que vous êtes plusieurs à écrire sur le chat des questions. Avec plaisir, Ramata. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Ah, il y a 4 personnes qui sont en train d'écrire des questions en ce moment, donc je vais attendre. En attendant, je vais vous remettre vraiment toutes les pièces justificatives qu'on attend parce que c'est ce qui me semble le plus important. C'est vraiment toutes ces pièces justificatives que vous devez réunir et retrouver, rassembler le plus rapidement possible. Alors, s'il n'y a plus, je vois que vous êtes en train d'écrire, mais alors, pour le CV, doit-il être en anglais ou en français? C'est pareil, Mohamed, comme pour la lettre de recommandation, il peut être en français. Après, rappelez-vous que vous postulez à un master qui sera tout en anglais. Donc, si vous pouvez tout faire en anglais, c'est mieux pour vous parce que ça montre votre aisance et ça montre que vous maîtrisez l'anglais. Donc, bien évidemment, les écoles ici comprennent le français puisque nous sommes en France, mais vous postulez à un master en anglais. Donc, si vous le faites en anglais, c'est très bien. Et ça va montrer votre capacité à rédiger un texte en anglais. Je rebondis sur la question de Ramata. Où mettre les certificats de compétences, par exemple, d'Excel ou Python? Alors, ce sont deux choses. Python, il me semble que c'est un langage informatique.
Donc ça, si vous avez des compétences supplémentaires ou un certificat, un diplôme qui prouve que vous avez des compétences sur Excel, vous le mettez dans votre CV, mais il n'a pas besoin d'être mis sur votre candidature, d'accord? Ou alors que vous maîtrisez le codage avec Python, c'est très bien, mais vous le mettez juste sur votre CV. Antonin, quand vous parlez d'école reconnue, c'est une école qui délivre un diplôme visé par pays en question, par exemple une école-université. Je ne comprends pas très bien. Exactement. En fait, Antonin, quand je dis il faut que ça soit une école reconnue, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit reconnu par l'État du pays dans lequel vous êtes. Donc vous, il me semble que vous êtes belge, à la fois belge et finlandais. Donc il faut que ça soit une école qui soit reconnue par l'État belge et ou l'État finlandais. J'espère avoir répondu à votre question, Antonin. Je suis un professionnel et c'est maintenant que je vais me préparer pour le Taj Mahal et le TOEIC. Je suis à Abidjan, pouvez-vous m'indiquer où préparer et où faire ces tests? Alors, Lamine, je vais pas répéter tout ce que Lauriane et Emmanuel ont dit, malheureusement, parce que ça fait déjà 1h22 que nous sommes présents. Mais pour le Taj Mahal, je vous invite à aller sur leur site internet et vous pourrez trouver toutes leurs sessions disponibles actuellement. Et comment le préparer? Je vous invite à re-regarder ce webinaire. Nous vous l'enverrons par email et vous saurez, oui, je me doute que vous avez manqué le début, Lamine, j'en suis désolé, mais j'enverrai ce webinaire et ce webinaire vous sera disponible. Vous pouvez le regarder tranquillement depuis chez vous et vous aurez vraiment toutes les réponses à ces questions. Alors, il reste que quelques minutes, on va bientôt terminer le webinaire. Donc, je vous invite à poser vos dernières questions avant que nous nous arrêtions là. Alors, Antonin est en train d'écrire. D'accord, merci. Et je n'ai pas la double nationalité finlandaise, mais je suis en double bachelor dans ce pays cette année. Mais c'est parfait. Par conséquent, je suis une année à 90 ETS et je dois donc joindre tout de même un certificat TOEIC TOEFL. Alors, pour les crédits, c'est une question qu'on a souvent. Nous, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un bachelor complet. On ne regarde pas le nombre de crédits. Parce que, par exemple, les étudiants chinois n'ont pas ce système de crédit. Et donc, vu que c'est une procédure internationale, on ne peut pas se focaliser sur les crédits. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un bachelor, une licence, un diplôme qui soit complet, quel que soit le pays où vous êtes, et de minimum 3 ans. Il faut avoir minimum fait 3 ans. Voilà pour les réponses à vos questions. Écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura apporté de précieuses informations, qu'on a réussi à répondre à l'ensemble de vos questions. Si vous avez ne serait-ce qu'un doute, je vous remets notre dernière slide où vous pouvez nous contacter. Vous avez notre numéro de téléphone, l'adresse email. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et nous vous y répondrons avec grand plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt et merci d'avoir participé à ce webinaire de Join a School in France.